Merci beaucoup pour votre présence encore très nombreuse ce matin pour parler donc avec Caroline Sarrazin des moutons et de l'adaptation des professions agricoles à cet enjeu d'élevage dans les Alpes du Sud. Voilà, on est sur la thématique du territoire invité des Alpes, mais aussi sur la thématique des terres. On peut en reparler. Donc je vais présenter rapidement Caroline. Et puis, elle présentera son travail. Moi, je suis Nicolas Maizetti. Je suis inscrit comme étant le directeur de POPSU Transition sur le programme, la plateforme d'observation des projets et stratégie urbaine, qui est un programme de recherche-action sur les questions des dynamiques territoriales. Caroline, donc je te présente rapidement. Donc tu es géographe, plutôt la géographie sociale. Tes travaux portent sur les vulnérabilités sociales et territoriales et les adaptations dans les milieux agricoles. Alors ta thèse a porté sur l'eau au Népal, donc on n'en parlera peut-être pas trop ce matin, mais s'il y a des questions peut-être. Et sur les questions d'accaparement foncier. Et tu es postdoc à l'INRAE sur les questions donc d'adaptation aux crises dans les milieux d'élevage. Alors donc ton travail que tu vas nous présenter porte sur compter ses moutons et s'adapter. Les éleveurs des Alpes du Sud face à la crise de la haute montagne. Alors tu pourrais peut-être commencer par une rapide peut-être mise en contexte du milieu agricole et de la question de l'élevage en France et plus particulièrement dans les Alpes où se situe un petit peu cette question et ces enjeux d'élevage dans les crises agricoles qu'on traverse actuellement. Oui, bien sûr. Merci Nicolas. Merci à vous d'être aussi nombreux. J'avoue que quand j'ai vu le parallèle dans le programme avec conférence sur le conflit au Proche-Orient, j'ai eu un peu peur en me disant j'allais être un peu seule dans ce moment. Mais donc, je vois que la salle est remplie et je vous remercie beaucoup pour ça. Donc effectivement, là, j'ai été intéressée par travailler après avoir travaillé sur le continent asiatique sur les questions de crise agricole en France et l'élevage, même si l'élevage, a une baisse de ses exploitations moindre que le monde agricole en général, me semblait important à être étudié et particulièrement dans les Alpes du Sud avec une forte concentration de la production ovine-viande. Mais je vais y revenir rapidement. Donc juste rapidement pour le titre compter ses moutons, c'était pas un effet de style uniquement d'avoir choisi ce titre-là. Compter ses moutons pour un éleveur ovin-viande dans les Alpes du Sud face à cette crise agricole actuelle, ça veut dire choisir de s'adapter en réduisant, en diminuant le nombre de bêtes dans son cheptel, qui est une forme d'adaptation que j'ai observée là pendant mes enquêtes. Mais compter ces moutons aussi par rapport, enfin, vous connaissez tous la prédation du loup et ces éleveurs qui font face à un comptage systématique de leurs bêtes, et les bergers surtout, pour savoir si les bêtes sont toutes là et face aux attaques, combien ont été victimes. Donc je trouvais que c'était un titre assez pertinent. Donc pour remettre juste en contexte très général, donc par rapport à ce déclin agricole, de l'activité agricole en France, alors qu'on constate environ 60% des exploitations qui diminuent dans le milieu agricole, toutes catégories confondues, l'élevage, les exploitations ovines, viande et lait se situent sur une diminution plutôt de l'ordre de 30%, un peu plus, et avec une diminution du cheptel en nombre de têtes ovins viande de l'ordre de moins 15%. Donc ces chiffres-là permettent si vous voulez, de nuancer le terme de déclin agricole, même si la réalité est qu'aujourd'hui, on a moins d'exploitation dans l'élevage également. Je voulais aussi remettre en contexte l'activité agricole ovine par rapport aux urgences climatiques et environnementales. Alors, urgence climatique qui faisait partie des thématiques du FICH de l'année dernière, en tout cas le terme urgence, et qui me semblait important
de rediscuter aujourd'hui, sachant que les territoires de montagne sont en première loge, enfin première ligne des changements climatiques et sont des territoires très sensibles à ces variations climatiques sur le long terme, sur des échelles de temps très longues, mais aussi sur des variations intra-annuelles. On y reviendra rapidement. Là, je vous ai juste mis des chiffres clés pour montrer qu'il y a bien une augmentation des températures, mais aussi ce qui pose problème dans la montagne et par rapport à l'activité ovine aussi, c'est un raccourcissement des saisons avec du déneigement, de la fonte des neiges plus précoce. Qui implique des ressources fourragères qui sont disponibles plus tôt dans la saison. Mais on verra ensemble aussi que l'activité ovine, c'est difficilement, en tout cas celle qui monte en alpage, c'est difficilement adapté à ces écarts de saisonniers intra-annuels. Bon, on y reviendra rapidement. Et il me semblait aussi important de remettre le contexte de l'activité agricole, de l'activité ovine en montagne, en tant que territoire qui présente des conflits sociaux assez différents. Donc, j'ai illustré ça avec la question de l'urbanisation qui devient massive en montagne, avec plus des phénomènes d'aménagement très lourds, donc que ce soit les barrages, etc. Ici, c'était un exemple de manifestation contre le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin. Au milieu, les tensions qui existent dans les pratiques différentes de la montagne aussi, et cette cohabitation, ces questions de cohabitation entre des randonneurs, des saisonniers estivaux, les éleveurs en eux-mêmes, les conservationnistes des parcs, etc. Et donc là, voilà, pour illustrer ça, je vous ai mis une pétition. Ah, c'est vrai qu'on voit mal les titres et tout. Bon, désolé. Une pétition pour en finir avec les agressions des patous sur les randonneurs, qui est assez représentatif aussi des enjeux actuels liés à l'élevage en haute montagne. Et puis, voilà, je n'allais pas passer à côté de la question du loup et des attaques sur ces élevages-là. Donc, dans ce contexte un peu global de ce qu'est la crise agricole aujourd'hui en France, liée à des changements climatiques et des conflits sociaux qui sont un peu les conséquences de tout ça, moi, mon rôle dans tout ça, en tant que géographe qui fait de la géographie sociale, c'était, dans ce contrat postdoctoral, de regarder beaucoup plus les institutions, le collectif, pour comprendre l'adaptation des éleveurs. Mais il me semblait quand même intéressant, étant donné le thème du FIGE de cette année, de plutôt ouvrir cette question-là en revenant un peu sur les préjugés de la profession liée à l'agropastoralisme. Et moi, je voulais particulièrement discuter des vulnérabilités qui sont assez particulières dans les Alpes du Sud par rapport à l'élevage au vin-viande, mais aussi d'aller un peu plus loin dans une note peut-être plus positive sur l'activité et essayer de comprendre l'avenir de l'élevage au vin de manière générale. Voilà, je ne sais pas si tu rebondis. Ouais, peut-être du coup en dire un mot et un peu plus sur les indicateurs peut-être qui permettent d'objectiver cette question de la dévulnérabilité dans la profession. Si tu peux développer ce point-là. Oui, ça marche. Alors, juste avant de retourner sur toute la question de la vulnérabilité, etc., je voulais... je ne sais pas si il n'y a que des fins connaisseurs dans la salle de ce qu'est l'agropastoralisme aujourd'hui, mais il me semblait important de redéfinir en fait cette activité qui, à la fois, est très connue du grand public. On a tous croisé, je pense, dans notre vie, un berger, ou en tout cas, on a tous vu des brebis qui nous bloquaient le passage sur la route, etc. Quand on va en montagne, ou pas d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'au fond, on connaît peut-être pas toujours très bien les réalités de ce métier. Et justement, ces relations étroites entre ces activités humaines à l'environnement, avec
aussi une dissociation, en tout cas dans les Alpes qui est vraiment très forte, du métier d'éleveur et du métier de berger. Alors, dans les Pyrénées, je suis assez mitigée. On peut encore parler de pastoralisme sans parler d'agro-pastoralisme, mais vraiment maintenant, la question de l'éleveur qui s'occupe de la production de son foin pour le fourrage, apporter du fourrage en hiver, etc., est quand même assez important et dissocie ces professions-là. Donc voilà, c'était juste une illustration un peu rapide de... moi, quand j'ai fait mes enquêtes, je me suis beaucoup plus tournée vers les éleveurs pour comprendre sur leur siège d'exploitation les vulnérabilités de leur activité en tant que propriétaire de troupeaux, enfin de brebis, etc. Mais il y a bien une imbrication de l'activité en association avec des bergers qui vont s'occuper du gardiennage dans la haute montagne, souvent de plusieurs troupeaux qui appartiennent à des éleveurs différents. Ces bergers, les bergers de toute façon sont salariés de plusieurs éleveurs ou d'un seul éleveur et peuvent être aussi salariés d'un collectif, les groupements pastoraux, qui sont représentés comme tels et qui permettent de remettre en collectif cette question de surveillance des troupeaux, etc., et qui est quand même énormément discutée dans ce milieu-là, avec le loup et les attaques du loup, et les risques du loup sur ces activités-là. Donc ça me semble assez important de revenir un peu sur ces réalités-là. Très rapidement, je pense que je m'étale un peu. Quand on parle d'agropastoralisme, on va parler de flexibilité du métier. Et cette flexibilité, elle est aussi énormément liée à la mobilité. Donc sur mes terrains, pour faire un peu vite, la mobilité, elle est imbriquée au métier d'éleveur et de berger. Et on va avoir une flexibilité qui est très différenciée par le fait d'être éleveur avec une transhumance longue. Et c'est les transhumances qui sont représentées les mobilités qui sont représentées avec les flèches rouges, et des mobilités plus locales qu'on va pas appeler forcément transhumants. On peut revenir sur ces termes-là, mais qui vont nécessiter moins d'organisation autour des transports des bêtes, etc. Aujourd'hui, la transhumance à pied est très rare. Je dirais pas qu'elle est inexistante, mais elle est quand même très rare, surtout qu'on est quand même dans une société très urbanisée et ça complique aussi le parcours des bêtes qui devraient traverser des autoroutes, je sais rien, ou des aménagements routiers. Ça complique un peu la chose. Donc, quand on parle de transhumance longue, maintenant, en fait, on va plutôt associer ça à des transports de bêtes dans les camions. Voilà. C'est pour ça que j'illustrais ça. Et donc voilà, la flexibilité dans le métier me semble important pour discuter justement des processus adaptatifs. Et aussi l'agropastoralisme doit être vu comme, en tout cas est vu institutionnellement comme une activité qui produit des bénéfices en termes de protection environnementale et de biodiversité, et bénéfique aussi en termes d'exploitation raisonnée. Okay, donc la question des communs, tous les enjeux autour des communs, aujourd'hui remet au goût du jour cette activité qui, je ne dis pas qu'elle avait été oubliée à un moment, mais elle avait été un peu perçue comme le chat noir de l'intensification agricole en France, et maintenant est remis un peu sur un piédestal en disant effectivement, en fait, les paysages montagnards sont entretenus grâce à la gestion des alpages, à la gestion en général de l'élevage. Voilà, et ça c'était très rapidement pour illustrer. À droite, on voit bien que les prairies, le pourcentage de prairies, avec les fortes concentrations en vert, je suis désolée pour
ce problème de couleur, mais que là où il y a très forte concentration d'élevage, et notamment d'élevage pastoral ou herbager, il y a très forte protection environnementale et très forte concentration des prairies. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est un peu long, mais on pourra en rediscuter, mais c'était juste cette chronologie permettait un peu de remettre de nous remettre en tête que alors que l'agropastoralisme, que le pastoralisme en général, l'élevage est une pratique ancestrale qui a beaucoup évolué, elle a été prise en compte par les institutions assez tardivement finalement avec la loi pastorale dans les années 70 et ensuite tout ce qui s'ensuit, la PAC, etc., qui s'est beaucoup transformé. Et donc voilà, les mesures finalement pour préserver cette activité ont été assez tardives. Ce qui peut aussi expliquer un dissensus aussi entre les éleveurs et les institutionnels aujourd'hui. Notamment, je repense aux mobilisations des agriculteurs qu'il y a eu l'année dernière, même si les éleveurs étaient moins représentés médiatiquement. Voilà. Peut-être refaire un rapide contexte sur les Alpes du Sud. Alors pourquoi avoir travaillé plus sur les Alpes du Sud? Parce que déjà, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur les Alpes, sur les exploitations dans les Alpes du Nord. Et bizarrement, alors qu'il y a une très forte concentration de l'élevage ovin-viande en Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur la question en fait de l'adaptation au changement climatique, les études commencent à dater ou en tout cas sont moindres. On est passé sur d'autres sujets. Et voilà, je voulais quand même revenir sur le fait que c'est quand même un berceau de la production de viande. C'est mon terrain d'étude. En termes de temps, ça va? Ouais, ok. Donc, rapidement, pour localiser les Alpes du Sud avec les massifs alpins, on a donc à gauche ce rouge-orange qui localise à peu près bien le territoire des Alpes du Sud. Et à droite, ce qui me semblait important de mettre en avant sur cette carte, c'est la forte concentration des parcs nationaux, régionaux aussi, mais surtout nationaux en termes de protection environnementale, ce qui pose aussi question sur les pratiques faites en montagne et les injonctions aussi environnementales liées à ces pratiques d'élevage en montagne. Donc voilà, il y a à la fois la question du relief, à la fois cette disparité dans les bassins versants, qu'on soit en amont, que les sièges d'exploitation soient en amont ou en aval de ces bassins versants, mais aussi toute la question de la protection environnementale avec les directives PNR, Natura 2000, etc. Et juste très rapidement aussi pour donner quelques chiffres, à l'intérieur même des Alpes du Sud, on a une très, très grande disparité dans le nombre d'exploitations et le nombre de bêtes par exploitant. Juste voilà, pour recontextualiser, le cheptel moyen dans les Alpes du Sud, c'est 400 brebis allaitantes. Je parle de... Il marche plus. Ah si. 400 brebis allaitantes. Je parle vraiment donc sur la production de viande. Il faut aussi expliquer que dans les Bouches-du-Rhône, vous voyez que le nombre de brebis surpasse quand même pas mal. Il y a les Alpes de Haute-Provence, mais ce qui s'entend bien. Mais il y a aussi beaucoup, étrangement, de brebis qui produisent, qui sont produites. Ça s'explique par la plaine du Crau. La spécificité de la plaine du Crau, je la mets ici, qui est un territoire très ancien en fait de producteurs, savoyards qui se sont installés dans cette plaine qui, à l'époque, était dite non, pas exploitable pour des ressources, pour cultiver des céréales, etc. Et qui maintenant est reconnue comme un berceau de la production de foin.
avec un IGP normalement, un AOP sur le foin de Cros qui se veut très cher parce que très qualitatif en termes nutritionnels, etc. Et voilà, là c'était juste une petite illustration de ces diversités de paysages de montagne, avec des moyennes montagnes et des très hautes montagnes, enfin avec des alpages en très haute altitude sur mes terrains. Dans le petit résumé là de ma présentation FIGE, je parlais plutôt du Kéra, des écrins et du Mercantour. Alors j'ai aussi beaucoup étudié dans les sièges d'exploitation côté Bouches-du-Rhône et au Verdon, etc. Mais j'ai plutôt resserré cette présentation sur Kéra, écrin, Mercantour, parce que en comparaison, alors en géographie on aime bien faire des comparaisons territoriales, et on a quand même énormément de différenciation au sein de ces trois finalement territoires de montagne, mais aussi parcs. Espace protégé, en tant qu'espace protégé. Donc très rapidement, le Kéra, qui est un des territoires le plus au nord des Alpes du Sud que j'ai étudié, parc frontalier en Italie, avec une mobilité locale, la spécificité de l'élevage au vin viande, c'est une mobilité très locale, avec une transhumance très limitée entre la moyenne et la haute montagne. Écrin, qui est à cheval entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, et qui présente la particularité d'accueillir énormément d'exploitants, enfin de troupeaux d'exploitants qui viennent de très longues transhumances, notamment Cros et Bouches-du-Rhône, et le Mercantour, qui a cette spécificité d'avoir un double cadre juridique avec le parc transfrontalier avec l'Italie, et qui représente une mobilité beaucoup plus localisée. On parle vraiment de parcours de pâturages locaux, donc les bêtes partent vraiment du siège d'exploitation et montent progressivement en parcourant jusqu'aux alpages, donc la mobilité est quand même beaucoup plus restreinte. Ce qui explique aussi une certaine flexibilité des éleveurs de l'activité. Ouais, peut-être en venir maintenant aux crises subies par cette profession, à ce que tu appelles donc les vulnérabilités. Quelles sont les différentes facettes peut-être des crises subies par le milieu? Ça marche. Dans le programme dans lequel j'étais, j'ai fait mon post-doctorat, ce programme se voulait volontairement transdisciplinaire. Donc j'ai travaillé avec des écologues, des météorologues, des économistes, des géographes aussi, et une sociologue. Et en fait, ce qui était à la fois très complexe et intéressant, c'est de penser l'activité agropastorale comme un système complexe qui en fait présente des dimensions, qui présente des facteurs de vulnérabilité multidimensionnels, et c'était ça qui me semblait aussi important de discuter aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout il y a une activité qui est en train de se transformer, et qui est un peu contrainte à l'adaptation, seulement liée à juste une question politique autour de la question du loup, etc. Ou bien inversement, que parler des changements climatiques, ça paraît un non-sens vu justement cette complexité en termes de vulnérabilité de la profession. Donc très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails des indicateurs utilisés surtout par mes collègues n'étant pas météorologues ou climatologues, mais ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est intéressant quand on étudie la montagne, la haute montagne surtout, c'est de comprendre que il y a vraiment un changement de saison intra-annuel, qui implique à la profession des montées en estive plus précoces, liées à une fonte des neiges plus précoce également, et du coup à une croissance de la végétation plus précoce. À droite, donc je ne vais pas revenir sur le graphique, mais c'est les variations, voilà, c'est très rapide, les variations de l'enneigement annuel.
Et à droite, alors on voit pas très bien, mais c'est un exemple de pelouse grillée, on dit grillée au soleil, parce que en fait elle n'a pas été pâturée à temps. Et donc voilà, la grille au soleil. Le troupeau n'a pas pu revenir sur ce pâturage-là, mais voilà, c'est aussi pour vous montrer que il y a tout ce jonglage entre ce qui est prévisible et ce qui est imprévisible aussi localement. Pareil pour la question du coup des sécheresses qui va avec. Les sécheresses sont pas nécessairement liées à un enneigement, ou un déneigement plus précoce, mais voilà, on va avoir des précipitations très variables, beaucoup plus variables, et qui peuvent être très variables dans la saison aussi de pâturage en haute montagne. C'est-à-dire qu'on peut avoir un mois de mai ou de juin très pluvieux et finir sur une saison très courte, et vice-versa. Cette année, par exemple, en tout cas sur les alpages que j'ai étudiés sur les sièges d'exploitation des Alpes du Sud, la saison a plutôt été bonne. Mais ça n'a pas été le cas sur les 3 dernières années. Et la question de la sécheresse et surtout de l'accumulation des sécheresses implique aussi plus d'achat de foin de la part de l'éleveur, avec un contexte d'inflation des prix actuels qu'on connaît tous, mais qui est aussi omniprésent dans la profession et qui du coup oblige les éleveurs, enfin en tout cas implique une moindre rentabilité de l'activité aussi. Et ça c'est tout aussi difficile pour eux que la question des précipitations, de la variation des précipitations est un peu imprévisible et compliquée à anticiper. Sur la question des enjeux économiques, donc la question aujourd'hui que les institutions, les autorités françaises et européennes se posent, c'est faut-il recourir à plus d'aides, notamment liées à cette inflation dont je parlais tout à l'heure, sachant que l'indice l'IPAMPA, c'est donc cet indice qui permet de mesurer l'augmentation des prix de production, ne fait qu'augmenter. Alors certes, à 10%, mais augmente progressivement. Et surtout aussi, est-ce qu'on doit aider plus les éleveurs aussi lors de la vente de leurs agneaux? C'est une question qui se pose beaucoup dans le milieu parce que face à ces sécheresses justement qui a donné lieu à moins de ressources fourragères dans les alpages, une bonne proportion d'éleveurs ont décidé de faire descendre les bêtes plus vite. Et du coup, pour tenter un réengraissement plus rapide pour ensuite les vendre plus rapidement, ce qui a entraîné une baisse des prix aussi à la vente. Parce que, ce qu'ils ressentaient pas nécessairement sur le poids de la bête, mais plus sur la qualité, ce qui a aussi obligé des éleveurs à délabelliser leur viande. C'est-à-dire de passer d'un AOP, d'un label rouge, etc., à une absence de label. Et la question aussi actuelle liée aux enjeux économiques de la profession, c'est la question de la pression foncière et de la baisse de disponibilité aussi des alpages en haute montagne. Alors, c'est à nuancer parce que je pense que c'est très lié aux Alpes et notamment aux alpages disponibles sur utilisés par les sièges, pour les éleveurs des sièges d'exploitation que j'ai enquêtés. Mais c'est vrai que les jeunes éleveurs aujourd'hui qui s'installent sur la production de viande ovine, on peine à avoir des alpages, et du coup d'où aussi la recrudescence de groupements pastoraux qui sont une stratégie aussi collective pour redynamiser cet esprit collectif de la gestion en alpage. Sur les enjeux sociaux et sociétaux liés à cette profession, donc la gestion collective des alpages, je viens d'en parler, c'est cette redynamique autour de la gestion collective
qui malheureusement s'est beaucoup individualisé, aussi dû aux objectifs de la politique agricole commune, qui était d'individualiser quand même aussi beaucoup la profession. La question aussi se trouve lorsqu'on parle d'enjeux sociétaux, de partage du territoire en montagne. On en a parlé très rapidement avant, avec cette pétition là contre les attaques sur les randonneurs, etc. Parce que c'est au-delà de la question du loup et des changements climatiques, c'est un enjeu quand même qui est très discuté par les éleveurs que j'ai rencontrés, par la 60aine d'éleveurs que j'ai rencontrés, et qui me disaient que la gestion, en tout cas, des bergers qui doivent gérer les patous en montagne est parfois difficile et entraîne des conflits entre les randonneurs qui savent pas très bien comment s'y prendre avec les patous et qui peuvent traverser un troupeau sans vraiment, involontairement, voilà, et du coup des bergers qui ont beaucoup de choses à faire et qui ont tellement de choses à faire que parfois la maîtrise aussi du comportement des patous est un peu difficile là-dedans. Et en fait, Pastorando, c'était juste une petite illustration d'une application là, assez nouvelle qui géolocalise en temps réel. Alors, ça reste très limité à un nombre de troupeaux, mais qui géolocalise les troupeaux sur les alpages en temps réel et qui permet aussi peut-être aux randonneurs d'anticiper un peu leur marche, et peut-être aussi des randonneurs qui ont des chiens eux-mêmes, d'anticiper un peu ces comportements animaliers et c'est peut-être ces attaques. Voilà. Et il y a aussi, j'en reviendrai en conclusion un peu rapidement, mais lorsqu'on parle d'agropastoralisme dans les Alpes du Sud, sur la production ovin-viande, la question de la patrimonialisation de l'activité dans les Pyrénées depuis 2023, au-delà de la patrimonialisation des biens matériels liés à l'activité, donc les cabanes, etc., il est question de patrimonialiser aussi les savoir-faire et la langue qu'il y a autour de cette activité, etc. Et dans les Alpes du Sud, cet enjeu-là est aussi questionné. Et donc du coup, ça me semblait aussi important par rapport à une activité assez vulnérable de parler de ces enjeux de patrimonialisation. Et donc le loup. Le loup qui est revenu donc depuis les années 90, c'est ça, hein, après avoir un temps disparu. Alors qu'est-ce que ça change concrètement dans le métier? T'en as un peu parlé. Qui a peur du grand méchant loup? Est-ce que tu peux dire un mot sur la place de cet enjeu dans ton enquête? Oui, de toute façon, il était évident que j'allais parler un peu du loup, effectivement. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas tous les éleveurs. Non, je plaisante. Mais en fait, ce qui est intéressant avec la question de la prédation du loup, c'est que c'est un peu à la croisée de tous les enjeux évoqués précédemment. Je vais aller là, puis je vais revenir après en arrière. C'est-à-dire que à la fois, le loup représente tous les enjeux environnementaux autour de la question de la préservation environnementale, puisque c'est une espèce protégée par la Convention de Berne depuis 1979. Et qui démontre quand même aussi un certain équilibre d'un écosystème qui avait été fragilisé. En parallèle, sur la question des enjeux économiques, en fait, on voit bien avec les attaques les dégâts qui sont colossaux sur l'activité, et puis toutes ces moyens de protection que ça engendre, et qui un enjeu aussi financier énorme. Oui, j'avais mis quota de chasse simplifié parce qu'en parallèle, on voit aussi que cet enjeu économique autour du loup est tellement aussi important que finalement, par rapport aux attaques générées par la prédation du loup, on a fait en sorte en France d'avoir un nombre d'autorisations de tir assez important par rapport aux autres pays européens.
Ok. Et en 2024, avec le plan loup national, on a pareil simplifié les quotas de chasse et les tirs. Alors après, on n'a pas encore de. Je mets des pincettes là-dessus parce que on n'a pas encore de chiffres exacts. Et d'ailleurs, les chiffres autour du loup sont toujours sujets à controverse, même au sein de la sphère scientifique. Donc voilà, je ne fais que exposer les faits, mais après on pourra en reparler. Ça peut être objet de question. Et ce qui est intéressant aussi avec la question du loup, c'est ces enjeux sociétaux autour de cette question, avec voilà, c'est pas un objet c'est pas un objet binaire avec des pros et anti-loups. Il y a aussi énormément de dispositifs, enfin énormément. Je pèse mes mots, mais il y a progressivement des dispositifs qui sont mis en place et qui ne viennent pas forcément que de la sphère institutionnelle et qui viennent d'ailleurs plus de la sphère citoyenne sur des projets voilà, de bénévolat autour de la surveillance pour aider les bergers à plus de surveillance sur les alpages, etc. Donc le loup en fait reconfigure effectivement, et ça c'est inéluctable, la profession en alpage surtout, avec voilà les bergers qui doivent se réadapter à des nouvelles pratiques et des nouvelles formes que ça génère. Donc c'est quand même l'enjeu du moment, même si voilà, c'est pas que cet enjeu. Merci beaucoup. Alors peut-être dernière petite question avant de passer aux échanges avec tout le monde. C'est la question donc de l'adaptation de la profession, tu en as beaucoup parlé, qui est prise un peu entre deux tensions. L'urgence, tu disais effectivement que c'est le thème du FIG l'année dernière, l'urgence de prendre des mesures pour adapter cette profession le plus rapidement possible face aux crises que tu mentionnais, et en même temps la tension avec le temps long de la pérennité, de la durabilité de ce métier. Alors comment on articule ces deux temporalités, l'urgence et le temps long, pour adapter la profession? Merci beaucoup. Oui, effectivement, ça me semblait important de revenir sur cette question de temporalité quand on parle d'adaptation. Alors je parle plutôt d'adaptation et pas forcément de résilience, parce que je trouve que dans la notion d'adaptation, on peut interroger beaucoup plus cette temporalité. Qu'est-ce que c'est de s'adapter immédiatement voilà, en proposant des réponses immédiates et voilà, et très urgentes par rapport à ce qui se passe actuellement, et s'adapter en fonction d'observations ou d'expériences sur voilà, 3, 4, 5 années, 10 ans d'activité, et réajuster sa profession en fonction aussi de ces contraintes. Donc pour moi, c'était deux mesures assez différentes. Bon, voilà, là je voulais juste vous illustrer mon propos avec le témoignage d'un éleveur transhumant, mais c'était juste, voilà, j'avais repris en fait ces mots, enfin, pouvoir durer et perdurer en tant qu'éleveur ici, c'est savoir se rendre flexible en toutes circonstances, surtout avec toutes ces incertitudes. Ce qui s'est passé en 2022, on sent bien que ça réarrivera. Donc 2022, il parlait surtout de l'accumulation des sécheresses qu'il avait eu sur ces Alpes, enfin, que les bergers qu'il avait employés avaient eu sur ces alpages, et qui avaient empêché une bonne saison de pâturage de se faire. Voilà. Donc, en termes de stratégie de court terme que j'ai pu observer dans mes enquêtes, de toute façon, ces stratégies sont toujours liées à la question de la ressource fourragère, et c'est vraiment le maître mot de la profession à ce moment-là. C'est comment on fait pour optimiser cette ressource fourragère sur la saison estivale, et ensuite en conséquence sur la saison hivernale. On observe de plus en plus le recours à des pâturages tournants dynamiques. Donc, c'est plutôt issu de pratiques agroécologiques, mais c'est vraiment cette question d'observation sur le long terme, mais qui vont être sur des décisions qui vont être prises sur une année et pas forcément sur l'année d'après. D'où une stratégie plutôt de court terme, où voilà, on va faire vraiment pâturer là où la pousse végétale est la plus productive à ce moment-là, mais
vous allez me dire, c'est ce que fait un berger en fait tout le temps, c'est vrai, et c'est vrai. Mais un berger qui connaît depuis des années l'alpage le voit aussi se transformer énormément et peut aussi s'adapter pas mal à ça, enfin par rapport à ces contraintes-là qui sont très immédiates. Et ce qui est constaté, ce qui est pas énormément encore observé dans la recherche, mais ce qu'on peut mettre en évidence un peu plus aussi avec ce travail d'enquête, c'est un changement très rapide du calendrier de pâturage avec ces montées et descentes en albage. Et je vous avais dit tout à l'heure, c'est aussi une question de la mobilité. On l'observe beaucoup plus chez des éleveurs qui vont avoir, enfin, dont le troupeau va avoir une mobilité beaucoup plus localisée, qui va monter en albage beaucoup plus vite que les éleveurs qui ont besoin de transport de camions et qui vont devoir s'organiser en amont, très en amont, avec une rigidité aussi sur cette question-là. Je vais aller assez rapidement parce que oui, on dépasse. Sur la question du long terme, enfin sur la restructuration adaptative, compter ses moutons, il y a aussi cette question de compter ses moutons en privilégiant les races ovines rustiques. Il y a un retour chez les éleveurs que j'ai interrogés dans les Alpes du Sud de races ovines rustiques qui sont de plus petite taille et qui permettent aussi une pratique une pratique d'agroécologie, enfin l'éco-pâturage qu'on retrouve timidement dans cette région-là, avec, on va se servir des bêtes pour débroussailler soit des bois, c'était l'objet d'une intervention hier qui était très intéressante sur l'agroforesterie, mais aussi voilà de cette complémentarité avec des propriétaires fonciers de vergers ou de jardins, etc., et qui veulent faire paître les bêtes. Alors, le problème étant qu'il faut multiplier ces parcelles-là pour que la ressource fourragère soit assez conséquente. Mais c'est quand même une observation qui est faite. Très très vite, la valorisation des espaces interstitiels ou des espaces intermédiaires, c'est-à-dire qu'on va faire paître les bêtes dans des espaces qui sont plus hostiles, mais qui du coup sont inutilisés. Donc ça va être les fonds de vallée par exemple, ou ces espaces boisés dont je parlais et qui nécessitent une co-gestion entre les espaces, enfin les gestionnaires de la forêt, etc., ou ces espaces de haute montagne. Et juste pour donner des exemples de restructuration adaptative, le système d'élevage herbacier qui, comme je le disais, est assez intéressant dans la mesure où, face à la pénurie de terre et de terres pâturables, des éleveurs vont décider d'être des sans-terre, en quelque sorte, et d'avoir des accords avec les propriétaires fonciers du privé pour faire ploter sur des parcellaires. Voilà pour les petits exemples. En conclusion, juste très très rapide, en fait, je trouvais intéressant, c'était au lieu de discuter de l'agropastoralisme un peu comme la bête noire, ce qui a été longtemps entendu, je pense, sur la question en plus avec le loup qu'on a entendu ces dernières années, de renforcer cette pratique qui est bénéfique pour l'environnement et qui pourrait très bien être d'autant plus bénéfique au regard des pratiques agroécologiques qui sont développées, qui sont vraiment très fortes dans la profession. Et la patrimonialisation, j'en avais parlé tout à l'heure. Est-ce que ça ne serait pas aussi un moyen de pouvoir protéger certains savoir-faire et ce déclin de la profession avec la diminution des exploitations ovines en France en général, mais particulièrement dans les Alpes du Sud. Voilà, c'était pour finir sur une bonne note. Merci Caroline. Merci. Alors, on a un petit peu de temps, une dizaine de minutes. Si vous avez des questions, des remarques, des observations,
C'est au moment où il y a un micro qui circule. Oui, monsieur. Vous avez montré qu'il y a 54% de la consommation de viande en France qui vient de Nouvelle-Zélande et d'Europe. Je ne suis pas spécialiste de la matière, j'imagine qu'il y a là-dedans beaucoup plus d'origine Nouvelle-Zélande que Europe. Tout simplement pour améliorer le sort des éleveurs, ne serait-il pas opportun de supprimer ces importations maintenant que le Rainbow Warrior a 40 ans? Ouais. On peut peut-être prendre une deuxième question? Ouais, il y a des mains derrière. Bonjour, je me posais la question, est-ce que les fonds européens accompagnent aussi bien les pratiques d'agropastoralisme sur la production ovine que les autres modèles de production ovine? Une dernière peut-être? Si la parole pouvait aussi circuler de manière un peu paritaire. Bonjour, je voudrais savoir qu'est-ce que va apporter la reconnaissance du pastoralisme par l'UNESCO. Vous avez entendu ma question? Oui, j'ai entendu. UNESCO, patrimoine. Ok. Mais merci pour ces questions. Alors, sur la question de l'importation, oui, effectivement, c'est un enjeu crucial. Aujourd'hui, on pourrait être, en tout cas, sur la région, région sud, on pourrait être, on pourrait faire des efforts pour répondre en autosuffisance à la demande, en agneau notamment, en général, mais plutôt en agneau. Alors, les importations de viande, donc de viande pas d'animal vivant, viennent principalement des Royaumes-Unis et de l'Espagne. On a eu quand même une baisse assez conséquente des agneaux importés de Nouvelle-Zélande, mais effectivement, il reste quand même un des pays importateurs du top 3, ou du top 4 aujourd'hui en France. Donc oui, effectivement, il y a toute cette question, mais qui va au-delà du monde de l'élevage et de la production de la viande, en fait, qui va aussi sur la question agricole en général, avec l'importation de céréales, etc., qu'on peut qualifier d'aberration aujourd'hui du système financier, et sur les denrées alimentaires, en fait. Je suis tout à fait d'accord, mais pour l'instant, les efforts, en tout cas, en ce sens, sont pas la priorité, en tout cas à l'échelle européenne. Après, là où on peut défendre la qualité de la viande en France aussi, c'est pas nécessairement que sur la qualité en elle-même de cette viande-là, mais c'est aussi la qualité à l'abattage de la viande. En France, on a des restrictions sanitaires très très fortes, ce qui explique aussi que la viande qu'on achète est plus chère, mais parce qu'il y a une main-d'œuvre derrière qui valorise énormément ça et qui diminue drastiquement le risque sanitaire lié à cette production de viande. Donc voilà, la question, c'est de savoir comment on se place, mais d'où les enjeux de labellisation aussi, qui sont assez importants, qui sont peut-être plus importants à l'échelle nationale et qui mériteraient d'être plus reconnus sur le plan international aussi, je pense. Je parle de l'agneau de Sisteron, des labels rouges en général, etc. Sur la question, il y avait une deuxième question. Oui, alors effectivement, la politique agricole commune et notamment la réforme de 2023 a distingué d'autant plus les systèmes d'élevage j'ai envie de dire en privilégiant un peu plus les systèmes ovins sur cette nouvelle réforme et moins les systèmes bovins. Mais ce qui s'explique par le fait que déjà la PAC qui se concentrait sur les systèmes d'élevage ovin est arrivée très tardivement finalement dans le métier, et les aides liées au contexte très difficile de la haute montagne aussi sont arrivées tard. C'est la question de l'ICHN, etc. Donc il y a alors modestement, mais il y a timidement une revalorisation de l'activité d'élevage ovin sur cette nouvelle PAC. Alors
encore une fois, il faut prendre du recul pour voir vraiment les conséquences concrètes sur l'activité. Mais dans le discours, en tout cas, on a l'impression que cette activité est plus valorisée, et à défaut des systèmes bovins qui ont pris peut-être beaucoup de place à un moment, mais qui sont un peu discrédités du fait que, en fait, c'est aussi cette question de ressources fourragères, de disponibilité des ressources fourragères en alpage, où une vache va consommer beaucoup plus aussi, et voilà. Et on est moins sur une production extensive avec les systèmes bovins. Mais après, je connais moins aussi les systèmes bovins, donc je nuance mes propos. Et sur la question de la patrimonialisation à l'UNESCO, en fait, on a vu sur la question, dans la région Alpes, une patrimonialisation des patrimoines culturels, avec la protection de ces bolis, des abris en pierre sèche dans les causes des Cévennes, etc., qui a eu un effet bénéfique pour justement sensibiliser un peu le grand public à ces pratiques-là, et protéger matériellement aussi quelque chose de l'ordre de l'immatériel que sont les paysages. Donc on a un peu figé dans le marbre ce qui était un paysage culturel lié à l'élevage dans ces régions-là. Pour aller plus loin, voilà, si on veut patrimonialiser la langue, je pense au vocabulaire provençal et occitan autour de la profession. Des pratiques vraiment extensives sur la protection aussi de nos biens communs, que sont la montagne, etc. Oui, il y a un enjeu considérable. La question est, est-ce que, alors que c'est un peu paradoxal de patrimonialiser parfois, parce que on peut figer aussi un certain nombre de savoir-faire qui demandent à être flexible et adaptatif, comme je l'ai montré là, face à des changements qui vont très vite et qui transforment aussi beaucoup le paysage. Et en parallèle, je pense que c'est quand même assez valorisant et impératif à la fois de protéger cette fragilité dans l'activité, dans ces pratiques. Merci. Peut-être on a 3 minutes pour une dernière question. Ouais. Merci. S'il vous plaît, en plus des chiens patous qui sont pour protéger le troupeau, est-ce qu'il n'y a pas d'autres techniques de protection qui seraient plus utilisées dans les pays voisins comme l'Italie ou l'Espagne avec des bons résultats, et pourquoi pas dans les Alpes du Sud? Oui. Merci beaucoup pour cette question très intéressante. Alors en fait, oui, j'ai parlé plus des patous, mais effectivement, il y a plutôt une combinaison de pratiques, de techniques, de solutions techniques qui sont trouvées sur la protection des troupeaux en montagne. Et d'ailleurs, je vais juste remettre ça, qui s'avère assez efficace. Je vous ai juste mis là 53% des attaques repoussées par les bergers et les éleveurs sont liées à ces moyens techniques. Donc il y a notamment les enclos électriques. Donc c'est-à-dire que quand je vous disais que la profession, le métier de berger change énormément, en tout cas de ce côté-là lié au loup, ça va être vraiment illustré par le fait que le berger est en permanence sous surveillance du troupeau. Je ne dis pas que le berger avant n'était pas beaucoup présent, mais là il est vraiment en permanence. Et ce troupeau-là qui avait une certaine semi-liberté, maintenant va être compacté la nuit dans des enclos électriques qui empêchent le loup de rentrer dans le troupeau, matériellement. Ça va être aussi... d'autres moyens, ça va être aussi la complémentarité avec un aide-berger ou une aide-bergère. Donc une personne supplémentaire pendant toute la saison du pâturage estival qui va venir compléter le métier du berger. Et tout ça aussi fait partie des politiques de subvention à l'échelle européenne. Les tirs de défense aussi, qui sont quand même assez tolérés,
les tirs de sommation, pardon, qui, pour faire fuir le loup, qui sont une des solutions proposées. Et effectivement, les patous qui s'avèrent quand même assez efficaces pour protéger ces attaques-là. Et en fait, donc du coup, les 53%, il faut les remettre en contexte. Il y a aujourd'hui une augmentation progressive du nombre de loups. Enfin là, c'est plutôt en stagnation. Le nombre d'attaques augmente, mais les dégâts sont un peu plus constants. C'est-à-dire que du coup, ces moyens de protection, on estime aujourd'hui qu'ils s'avèrent assez efficaces, non pas pour prévenir d'une attaque, non pas pour empêcher une attaque, mais plus de la maîtriser et d'empêcher qu'elle produise des dégâts. Voilà, donc on a quand même... Oui, c'est ça. Et après, une échelle moindre, il y a ces programmes associatifs qui permettent à des gens comme vous et moi d'aller en montagne et de dormir sous tente à côté du troupeau, et donc de montrer que l'être humain est là, et ce qui fait quand même assez peur aux loups. C'est assez contesté dans la profession. Enfin, les éleveurs disent oui, mais en fait, ils viennent une semaine quand il fait beau, etc. Et ce qui est assez vrai aussi. Enfin, bon, après, on peut pas obliger quelqu'un à faire du bénévolat pendant un mois, mais bon, voilà, pour les plus optimistes, en tout cas, ça s'avère assez intéressant, mais c'est très parcellaire pour l'instant, et il y a encore un gros travail à faire là-dessus. Ouais. Merci beaucoup. On va peut-être s'arrêter là. Bonne journée, bonne fin de festival. Et à très bientôt. Et merci Caroline.